Nous sommes le 8 avril et je sais que je t'avais donné rendez-vous pour parler cahier de texte numérique. Et je me suis rendu compte que nous n'avions pas papoté de la saison qui se termine. Après les 3 sorties de la semaine, on va se finir sur une note plus détendue et plus courte avant de reprendre les analyses millimétrées. Bienvenue sur Capsule Éducation, c'est la fin de saison. Et pourquoi pas les chiffres de la saison 1 ? On ne va pas aller sur le nombre d'abonnés ici et là ou les moyennes d'écoute ou de lecture. Ça, c'est pour les bilans annuels. Non, par contre, on peut filer sur le format privilégié du podcast. Avant, voilà l'indispensable. Premier épisode de présentation publié le 15 septembre 2021 et premier véritable épisode d'analyse publié le 6 octobre 2021. Voilà où l'on en est au 6 avril 2022. 1033 écoutes sur Encore, 1150 lectures sur WordPress et 2624 vues sur YouTube. Le grand gagnant, on le reconnaît facilement. C'est le format vidéo, sans aucune surprise. Et c'est plutôt logique. Plus de dynamisme, plus de confort, plus de possibilités pour l'utilisateur. Quels épisodes intéressent plus ou moins ? Encore me dit que c'est l'épisode 15 qui se place en premier avec 62 écoutes au final. Et c'était l'épisode centré sur le CPE comme élément indispensable du dynamisme de l'établissement. Ensuite venait l'épisode 18 qui introduisait au professeur documentaliste avec 51 écoutes. L'épisode 14 suivait de très près, 47 écoutes sur l'inclusion scolaire dans le premier degré. WordPress, que dit-il ? L'épisode 15 est encore en première position avec 227 lectures. L'épisode 18 reste en deuxième position avec 119 lectures. Et la médaille de bronze change de main. Ici, c'est l'épisode 16 et la guerre sur les tenues vestimentaires qui termine en troisième position. 115 lectures au compteur, quand même. YouTube inversera-t-il la tendance à ce stade ? Eh bien, pas vraiment. L'épisode 18 gagne sa première place avec 465 vues. L'épisode 14 revient en seconde place sur ses 308 vues. Et l'épisode 15 descend sur la troisième position avec 239 vues. Qu'est-ce qu'on en retient de tout ça ? Que les épisodes 14, 15 et 18 se retrouvent partout. Et j'oserais émettre l'hypothèse que c'est parce qu'ils se focalisent sur des sujets dont on parle peu dans l'éducation nationale. L'inclusion scolaire dans le premier degré, à degré variable, l'inclusion scolaire tout court d'ailleurs. Les CPE, bien moins que les enseignants. Les professeurs documentalistes, rarement sans oublier leur titre de professeur. Pas loin derrière, on a l'épisode 16 qui fait son chemin. Il faut dire que le sujet est très actuel et déchaîne les débats, sans forcément oser aller dans les recoins de la problématique. Je te proposerais bien de faire le tour des épisodes qui intéressent le moins, mais c'est assez facile à deviner en fin de compte. Les capsules actus suscitent moins le clic, et c'est pas aberrant. Pas vraiment d'analyse, juste quelques nouvelles sur le mois et 2 ou 3 questions au fil de mes ressentis. Pas le plus intéressant. Et au final, pas le plus reposant non plus, on s'en doute. Quelle durée pour les épisodes ? Non. On ne va pas aller sur le dernier hors-série des présidentielles, dont la deuxième partie culminait à 1h17. Ma voix a souffert, j'espère que tu en as conscience. Allez, soyons sérieux. Sur le format d'analyse, c'est bien l'épisode 20, 50 minutes pour te livrer le témoignage personnel de mon année en tant que volontaire en service civique sur un lycée professionnel, parce qu'il y avait masse de choses à partager. L'épisode le moins long en analyse, c'est l'épisode 1 et son introduction au caractère essentiel du règlement intérieur. Tout ça en 12 minutes. C'était les débuts. Je tâtonnais encore sur les méthodes et la façon d'analyser, de transmettre aux oreilles courageuses. Et pourquoi pas les ressentis autour de la saison 1 ? C'est pas le tout de parler de chiffres et tout ça, mais si on allait plus loin, dans les coulisses par exemple. Quels épisodes m'ont demandé le plus de travail ? Vais pas te mentir, jusqu'à présent, c'est le dernier hors-série sur les analyses des programmes éducation de chaque candidat au présidentiel. 12 programmes avec des mesures plus ou moins variées, et fournies ou non, et l'envie de me servir de tous les supports disponibles pour analyser au mieux, au plus proche des attendus de chaque candidat. Le temps est passé par là, j'ai dû choisir de m'en tenir au seul programme officiel. Presque 4 heures de blabla sur ces 3 parties, et des heures d'enregistrement, de montage, parce que je ne pouvais pas tout enregistrer d'un coup. Et oui, même avec des boissons au citron et du miel, j'ai une voix fragile. Adopter cette façon de faire en plusieurs fois, ça m'a laissé le temps de gérer ce gros projet sans puiser dans mes réserves, et sans me dégoûter non plus.
Sur les épisodes d'analyse en eux-mêmes, il y en a 2 qui ressortent du lot en me faisant cravacher comme il faut. L'épisode 20, d'abord. On peut penser que partager une expérience personnelle, c'est le plus facile à faire puisqu'on puise sur soi, qu'il n'y a pas d'historique particulier à chercher, de sources ou de documentation à lire en plus. Mais c'est justement ça le piège. Je vise toujours l'analyse approfondie de chaque aspect du sujet. Mon service civique en lycée pro avec plusieurs aspects, et j'ai dû puiser dans chaque souvenir, dans l'objectivité et le recul face à des situations vécues qui m'avaient laissé sur des émotions parfois vives. C'est un exercice de critique et de prise de recul, et une telle remise en question n'est pas si simple à mettre en œuvre. L'épisode 24 m'aura bien donné de quoi creuser mes méninges également, parce que je t'y parlais de l'ambiance toxique des salles des professeurs quand les tensions prenaient de l'ampleur. En soi, parler des tensions et des accords ne me fait pas peur. Parler de mes collègues, de moi-même ou de ma profession ne me fait pas peur. Mais le sujet est sensible, et l'enseignant se prend déjà des tonnes de mépris dans les joues, par la politique comme par les familles et d'autres collègues, les hiérarchies. Alors le gros du travail consistait à faire un épisode qui s'autorisait à ne rien taire, tout en insinuant pas que c'était une généralité, et en évitant de diaboliser une profession. J'avais déjà mené cet exercice sur une première partie consacrée aux seules familles. Ensuite, c'était focalisé sur les enseignants, et je devrais encore m'éplier sur une partie pour les personnels non enseignants de terrain. Et un autre au niveau de l'administration centrale et de la politique, sûrement, j'y réfléchis. De quoi me creuser les méninges, à coup sûr. C'est aussi trouver les raisons de ces mésententes parfois si violentes qu'elles en virent au nocif. Lire de nombreux témoignages de tous bords, écouter autour de moi pour saisir les nuances. Parler de l'éducation nationale, ce n'est pas juste une histoire de blablater sur un sujet spécifique. Il y a des personnes derrière, des professionnels et des élèves en souffrance, malmenés, incertains, déconsidérés, des projets à saluer et des dysfonctionnements à déterrer du silence. Tout ceci implique de ne pas rester auto-centré autour de mon vécu et de mes expériences, de mes ressentis. Au final, chaque épisode me demande de sortir de mon quotidien, d'élargir ma pensée. Une belle façon de me rappeler que mes mots ne sont pas une vérité universelle, loin de là. En bref, le travail est systématiquement là, peu importe le sujet et les directions que je prends. Ceci dit, les épisodes 20 et 24 sont bien ceux qui m'ont le plus sollicité. Tu comprends mieux pourquoi. Quels épisodes m'ont demandé le moins de travail? Les capsules actu, c'est un peu une évidence, encore une fois. Sinon, il y aurait bien le premier hors-série autour d'un article publié par le Figaro Magazine. Une histoire d'endoctrinement ou non des élèves par les enseignants. En fait, j'ai juste eu à m'intéresser aux commentaires offusqués sur Twitter, à suivre le lien vers l'article, à le lire et à décider de poser ma pierre à l'édifice. 6 extraits que j'ai choisi de commenter en sortant des arguments que je trouvais un peu partout. Pas forcément la meilleure option, hein, mais au moins j'ai pu réfléchir autrement. Et ça ne m'a pas demandé beaucoup de temps ni de travail, puisque l'épisode faisait 9 minutes en tout. Pas vraiment une analyse complète. Sur les épisodes hebdomadaires, je pense aussi ne pas avoir suffisamment travaillé l'épisode 2 sur l'importance de tous les membres d'une communauté éducative. Deuxième épisode du podcast, 20 minutes à peine, et l'impression d'avoir tout raté, d'avoir mélangé des éléments. C'est pour ça que je songe à actualiser tout ça une fois la première année passée. En faire une deuxième partie plus élaborée qui ne va pas forcément que sur les personnels de terrain, aussi dans l'administration centrale, histoire de mieux saisir les liens. Est-ce que j'ai des épisodes préférés? Je t'en parlais tout à l'heure puisqu'il a atteint l'un des podiums. L'épisode 16 sur les tenues vestimentaires m'a mobilisé sur pas mal de temps et de recherche. Et c'est justement le fait d'avoir lu autant, de m'être confronté à autant de points de vue différents, qui m'a fait réaliser que j'étais fière de ce travail, de cet épisode en particulier. Pas forcément les visuels, pas forcément le montage, mais la réflexion que j'y ai mise. L'implication pour donner quelque chose qui sort du débat habituel autour du sexisme et de l'aspect décence. Pour moi, la décence ou la vulgarité ne sont pas des mots à employer en milieu scolaire, et toute forme de discrimination n'a pas sa place ici. Le défi a été de mettre en mots toutes ces réflexions, de sortir de mes propres préjugés, de mon vécu, et d'en ressortir avec un esprit plus ouvert, ou en tout cas plus au fait des nuances de la problématique. Peut-être que ça ne changera pas mon avis personnel, mais dans mes pratiques professionnelles, je serai sûrement plus en mesure d'agir plus justement. J'en viens à l'épisode 11 sur la pédagogie de projet face à l'école des connaissances. Pas que je sois particulièrement attirée par les projets, pas que j'approuve la baisse d'heures disciplinaires au profit de cette pédagogie, mais c'est justement parce que j'en lis et j'en entends des polémiques vives que j'ai décidé d'y consacrer un épisode assez tôt dans le podcast. Je ne suis pas enseignante, donc il est vrai que la mode du projet me concerne moins si je n'ai pas de classe.
Mais comme je suis AED, je vois au quotidien les projets menés par les collègues, les frustrations de ne pas arriver à gérer toutes les pressions et le temps. Je vois aussi les élèves plus ou moins impliqués dans leur scolarité, ceux qui s'émerveillent de sortir du format cours en classe et ceux qui s'en fichent royalement. Là encore, ce n'est pas le montage ou le visuel qui me plaît, c'est toute la réflexion qu'il y a derrière, et le fait qu'avec ces projets, on voit plutôt pas mal où la politique actuelle veut aller. Et même si ce n'est ni glorieux ni joyeux pour la suite, s'intéresser à la pédagogie de projet permet de mieux comprendre une partie de ces dysfonctionnements vécus ou observés. Est-ce que j'ai des épisodes détestés? Le mot est assez fort, pareil pour les épisodes préférés. En fait, je ne préfère ou ne déteste aucun d'entre eux. J'y associe juste une satisfaction ou une frustration. La première réponse ne va pas t'étonner. Je t'ai déjà dit que l'épisode 2 m'avait laissé sur une impression d'inachevé, et ça n'a pas changé depuis les dernières minutes. Pas assez fouillé, pas assez peaufiné, et en même temps c'était les débuts du podcast. Je devais encore trouver mes marques dans ce nouvel univers. Bref, l'épisode 2 est bien une frustration. Pas de quoi le traiter de furoncle sur l'ensemble de la saison, n'exagérons pas. Même problème sur l'épisode 13 autour des engagements et des volontariats spécifiques à l'éducation nationale. Beaucoup à dire, pas mal d'arguments ici et là, mais toujours le souci de la justesse. De ne pas être allé au bout de la réflexion, et de laisser du vide là où j'aurais pu approfondir davantage. De laisser de l'inexact ou de la généralité quand j'aurais dû me montrer consciencieuse. Bref, il faut bien avoir des épisodes moins pertinents, sinon ce n'est pas un apprentissage. Pour autant, je ne les considère pas comme des échecs. J'aurai toujours l'occasion d'y revenir plus tard, d'y ajouter une seconde partie plus tard. Quels retours et quels impacts auprès des utilisateurs? Le podcast est déjà bien implanté sur nos terres, mais les chiffres ne sont pas encore au même niveau que dans les pays anglophones, très friands des podcasts et balados québécois. Encore qu'on peut interagir sur YouTube et WordPress, qu'on peut commenter facilement ou montrer sa présence de différentes façons. Mais les plateformes audio sont encore assez timides là-dessus. Je sais que des améliorations sont prévues pour permettre aux hôtes et aux auditeurs de se mettre en relation. Mais en attendant, voilà ce que je peux déjà te dire. Pour l'instant, je n'ai pas de commentaires sur WordPress et un seul j'aime. Il faut dire que le format synthèse est moins intéressant parce que moins complet. Une histoire de vouloir te donner accès à un texte facile et rapide à lire. Encore et les autres plateformes, difficile d'avoir une visibilité sur le mouvement ou sur les interactions, précisément parce que ces fonctions sont encore absentes. Et comme mon hébergeur diffuse aussi, je ne suis pas inscrite sur les autres plateformes, donc j'ai moins de possibilités. YouTube a fait quelques surprises, avec quelques commentaires glissés ici et là depuis le début de l'aventure. Quelques-uns pour remercier de mettre en lumière tel sujet ou tel personnel, et d'autres pour approfondir par des témoignages personnels. Et ça, c'est formidable. Le but n'est pas de fermer la discussion au seul argumentaire de l'épisode. C'est tout autant important que chacun puisse partager ses propres expériences, sans forcément dans l'idée de comparer, juste de dire qu'il y a d'autres réalités, de montrer à quel point on vit et évolue dans un secteur pluriel. Mais le gros du gros, c'est Twitter, bien sûr. Voilà ce que j'ai pu recevoir comme témoignage, comme commentaire, rien que sur le podcast. Voix pétillante ou intonation désagréable à écouter, travail excellent ou passionnant, professionnalisme d'une journaliste, documenté et structuré, un peu long mais souvent pertinent, analyse assez contestable selon l'épisode, constat souvent juste mais aussi des raccourcis, et sûrement d'autres commentaires que je n'ai pas retrouvés, parce que je ne sais toujours pas si je peux faire un petit carnet de tout ce que je reçois. J'aimerais bien, j'avoue. En tout cas, des commentaires constructifs et qui font soit plaisir, soit m'aident à mieux gérer le podcast. Intonation désagréable, par exemple. C'est vrai que je trouve mes intonations assez grésillantes, pas très douces à l'oreille. Oui bon, faut aussi dire que je n'aime pas ma voix non plus. Donc j'y suis attentive maintenant, et j'essaye de rendre mes prises de parole plus vivantes et pas exagérées, pour ne pas que l'attention aille sur le mauvais élément. La durée des épisodes, pareil. Si je fais trop court, je rate les nuances, mais je dois prendre garde à ne pas trop m'étendre, au risque de perdre les intéressés qui n'auront pas tous le temps de m'écouter. Parmi les retours, j'ai aussi des relais sur Facebook ou sur les boîtes mail académiques, ici et là, les réseaux de professionnels et même quelques partages sur des sites collaboratifs. Bref, il y a des retours et il y a des relais. Le podcast n'en est plus à son début. Il y a du mouvement autour, les avis sont diversifiés, et je fais en sorte d'en garder quelque chose à chaque fois. L'objectif n'est pas de rester au même niveau. Je souhaite poursuivre dans les ajustements, dans la remise en question. Pas tout le temps, hein, ne soyons pas nocifs. Le faire régulièrement, quand même, pour te proposer des analyses variées et complètes.
L'idée n'est pas de mettre tout le monde d'accord, et je sais que je ne peux pas analyser à la perfection, que certains mots ne sont pas aussi pertinents que je ne le pensais. Mais voilà, c'est mon podcast, ce sont mes analyses, et elles ne sont ni la preuve d'une vérité universelle, ni le blabla d'une personne qui ne s'y connaît pas. C'est une initiative personnelle, sur mon temps personnel, et c'est la voix d'une personne qui travaille continuellement avec les élèves, les collègues et les familles. Et le mieux, ce sont les réflexions d'une personne qui apprend toujours, qui a le désir d'apprendre encore et de ne pas se bloquer sur sa seule vision. Je suis assistante d'éducation, je travaille dans un lycée polyvalent, et je ne suis pas la seule professionnelle de mon établissement, ni du monde éducatif. L'éducation nationale est bien plus vaste que moi, bien plus complexe que moi. Et je crois qu'on avait dit épisode court et détendu. Alors on va conclure sur ces jolis mots d'une voix parmi tant d'autres voix. C'était la fin de la saison 1 et ça ne sera que le commencement de la saison 2. Interroger et comprendre l'éducation nationale, pas si simple. Le cahier de texte numérique, les devoirs à noter et les doutes sur les obligations de l'enseignant. C'est par ici, vendredi prochain, même horaire, même endroit, et c'est un début plutôt doux à cette nouvelle saison qui arrive. En attendant, porte-toi bien toujours et ne baisse pas les bras, jamais.